Vous êtes sur Projet Libre, le podcast de linuxfr.org où l'on parle de logiciels libres, de l'open data et des communs numériques. Bienvenue, je suis Walid Nou. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. On l'enregistre aux Rencontres hivernales du Libre à Saint-Sergue, en Suisse. Et j'ai avec moi Lionel de PVH Édition, une maison d'édition sous licence libre. Hier, on a parlé pendant assez longtemps de la maison d'édition et tout, et je me suis dit que c'était hyper intéressant de discuter avec lui, en particulier l'utilisation du fait divers qu'il en a et que les artistes en ont. Donc Lionel, bienvenue sur le podcast Projet Libre. Je suis ravi de discuter avec toi aujourd'hui et d'avoir fait ta connaissance. Avec grand plaisir. La première chose, c'est est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour les auditrices et les auditeurs du podcast Projet Libre? Voilà, donc je suis Lionel Jeanneret, je suis fondateur de la maison d'édition PVH Édition, basée en Suisse et également en Franche-Comté. C'est une marque qui représente en fait deux maisons d'édition. Voilà, l'activité elle est ensemble, mais c'est pratique d'être sur deux pays, notamment pour pouvoir faire les envois lorsqu'il y a des commandes sur Internet. Et puis la maison d'édition, elle a été fondée entre 2013 et 2014. Et puis, il y a 3 ans, moi, j'ai décidé que notre catalogue soit sous licence libre, mais aussi également d'assumer et de promouvoir en fait notre démarche de publier sous licence libre des romans. Alors, la ligne éditoriale de la maison d'édition, tout d'abord, on édite de la littérature de l'imaginaire, c'est-à-dire de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique, éventuellement des contes et légendes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on préfère faire la qualité à la quantité. C'est pas un jugement de valeur, c'est deux manières différentes d'éditer des livres, c'est-à-dire on les travaille aussi sur la durée. C'est pas une nouveauté pendant 3 mois, puis après, le livre a vécu sa vie. On pense qu'il y a un accompagnement sur la durée, c'est important. Et le dernier, c'est nos valeurs tant dans le logiciel, mais aussi l'art libre. Voilà. Et on a à ce jour 30 et 40 titres de romans qui sont sous licence libre. On a eu la chance d'avoir un titre primé qui est Place d'Âme, et puis voilà, et on vit notre petite vie de petite maison d'édition indépendante. Toi, t'as quoi comme passé avant de faire... Alors, à la édi- base, je suis historien, j'ai été aussi enseignant, j'ai un peu roulé ma bosse. Et puis, à côté de la maison d'édition, j'édite aussi du logiciel libre, un petit logiciel libre qui s'appelle Bebop, qui permet la monétisation. C'est celui en fait, on l'a développé dans un premier temps pour notre site internet de PVH Édition, pour pouvoir vendre les livres, pour pouvoir faire du financement participatif, pour pouvoir vendre aussi des e-books, enfin voilà, les fonctionnalités dont on avait besoin. Donc j'ai ce côté aussi un volet un peu technique sans être moi-même le technicien de l'équipe, mais je suis venu et tout cet accompagnement. Par exemple, on a un auteur chez PVH Édition qui s'appelle Plume, un Belge bien connu, des libristes, surtout son blog. Et je pense une bonne partie de mon éducation sur le libre vient de ma lecture de Plume. Et lorsque on a édité ce premier roman, il y a quelque chose qui se reboucle en fait culturellement entre les convictions aussi un peu politiques autour du livre. Voilà. Là, moi j'ai découvert PVH à travers Plume, justement, dont je lisais le blog régulièrement. C'est toi qui l'as contacté pour lui expliquer la démarche? Alors en fait, lorsqu'il a édité les premiers livres, on n'était pas encore sous licence libre. Donc c'est D'accord, ça qui ok. est amusant, c'est que pour l'histoire de Printer, parce que c'est le premier roman, on avait fait un crowdfunding sur une plateforme, je me souviens, et puis il y avait cette idée, comme le propos du livre parle d'une forme d'impression, enfin de toute chose peut être créée à des coûts dérisoires, entre guillemets. Et qu'est-ce que ça chamboule? On s'est dit, arrivé à un certain niveau de financement, en fait, le livre peut être c'est là qu'on a inventé un format qui était le print at home, donc à imprimer à la maison. Donc tu pouvais imprimer ton printers à la maison. Donc on l'avait pas fait tout de suite sous licence libre. Il y avait
le NC, donc Clause. c'était le partage, mais c'était la clause non commerciale. Et puis c'est là, c'est en expérimentant sur des petits trucs comme ça. Puis au bout d'un moment, j'ai dit à Plume, il y a même aussi son premier recueil de nouvelles qui n'était pas encore, ou ça je me souviens plus exactement. Enfin bref, il y avait toute une démarche de réflexion par rapport à quelle application, etc. Et puis, ben, c'est aussi un petit peu à cette période, quand je vais te faire la transition. Mmh. C'est-à-dire, dans cette période où on réfléchissait, ben, qu'est-ce que ça implique aussi de publier sous licence libre? Est-ce que ça a une application sur notre manière de travailler ou de communiquer? Donc, on essaye petit à petit de se passer du logiciel propriétaire dans le fonctionnement de la maison d'édition. C'est en cours, c'est quelque chose, c'est délicat, hein, c'est changer des habitudes, c'est trouver aussi des bons outils qui puissent remplacer les outils propriétaires qu'on aurait pu utiliser avant. Et au niveau de la communication, ben, moi, j'avais commencé à communiquer à titre personnel avec un compte privé sur Mastodon, parce que je voulais plus foutre les pieds sur Twitter il y a bien longtemps, en fait, quand ça a été racheté par Elon Musk. Et je me suis dit, ben, c'est évident que la maison d'édition, elle doit communiquer sur aussi des réseaux communs, libres. Parce que la communication à l'heure actuelle, elle se fait sur. Enfin, historiquement, tu communiques sur quel réseau? Alors, historiquement, il y avait beaucoup de bouche à oreille. Non, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais été trop réseaux sociaux. Donc, j'ai pas de compte Facebook, j'ai plus de compte LinkedIn, enfin, j'ai jamais eu un truc, Facebook. Mais, il y avait une réalité du terrain, notamment sur Instagram, où il y a beaucoup de libraires, c'est là qu'il y a aussi des critiques, littéraires. Donc, dès qu'on a eu un peu de moyens humains, dans la maison d'édition pour pouvoir communiquer sur, Instagram, on a dû le faire. Moi, de mon côté, ben, j'étais sur Mastodon. Je me suis dit, ben, on commence à communiquer sur Mastodon. L'énorme chance qu'on a eue, c'est qu'en fait, on avait Plume comme auteur. Il repartageait, il invitait les gens s'abonner à notre compte PVH Édition sur Mastodon, ce qui assez rapidement a fait que on a eu plus de gens qui nous suivaient sur Mastodon que sur Instagram. Voilà, donc ça rendait les choses pertinentes. Puis après, ben, j'ai vu le succès aussi qu'on avait un petit peu en communiquant sur Mastodon. Je réalisais qu'il y avait de l'interaction, etc. Et puis aussi, parfois, en fait, quand on faisait des publications, tout d'un coup, il y a une volée de vente sur notre site. Enfin, Tu peux corréler, quoi. il y a une Mmh. corrélation qui peut être assez évidente. Alors que quand on faisait des publications sur Instagram, il n'y avait pas forcément le même répondant. Il y avait peut-être plus de gens qui like ou des choses comme ça, parce que aussi, il y a plus de monde. Mais ça valait la peine, en fait, de communiquer sur Mastodon. J'ai dit aux auteurs, mais venez sur Mastodon. Et là aussi, parce qu'en fait, souvent, ce qui peut être décourageant sur Mastodon, c'est que tu commences, puis en fait, Il y a personne, quoi. pourquoi Ouais. c'est-à-dire, oui, tu vas suivre des gens, Ouais. donc tu vas avoir un fil, et puis le truc, c'est que pourquoi tu publies s'il y a personne qui te suit? Parce qu'en fait, si personne te suit, ben, il y a personne pour te lire et pour te partager. Oui, tu vas être sur le fil local de ton instance, mais en fait, dans les faits, quand j'en parle un peu avec les gens, c'est pas forcément le fil. Alors peut-être le fil local, ça va encore si vous êtes sur une petite instance, mais le fil global, personne ne le consulte. Donc, il est important en fait d'avoir des gens qui te suivent, rien que déjà pour te motiver en fait, pas crier dans le vide. Ben là, de nouveau, ben il y a eu un super accueil de Mastodon, donc PVH Édition quand ils créent leur compte, ont tout de suite invité les gens et Plume aussi, de nouveau, Mmh. qui, avec son public important, ben, en Il a fait, construit au fil des années. voilà. Et donc, on a un certain nombre d'auteurs et d'autrices maintenant qui communiquent volontiers sur Mastodon. Je pense à Alius, Sarah Schneider, qui, elle, est très active sur Instagram, qui a certainement une bonne partie de son public plutôt sur Instagram, mais qui communique aussi sur Mastodon.
Et puis Stéphane Paco, Achille Gianox, on leur a un peu fait découvrir Mastodon. Ok, et donc en fait, ce que je comprends, c'est que peut-être tu as plus d'engagement, enfin, ou tu as plus de répondants sur Ben, Mastodon. c'est pas le même public. Ouais, c'est ça. En fait, Quel public, en fait, tu vas trouver il sur y a deux Mastodon? choses. Avant tout, un public libriste, je pense. Mais dans les libristes, il y a beaucoup de lecteurs du type de littérature qu'on fait. Mais on est allé un peu plus loin en fait dans le fait divers. C'est-à-dire que ben, on faisait nos publications sur Instagram. Ben pourquoi pas les faire sur PixelFed. Donc on a aussi un compte PixelFed qui reprend ben, en fait les publications qu'on a sur Instagram. Là on a moins d'abonnés, c'est moins, il y a moins de répondants. Mais ceux que je pense intéresseraient des libristes ou des gens, disons, qui ont une pensée critique aussi par rapport à l'édition, des choses comme ça, pourraient les intéresser. On les repartage avec le compte Mastodon qui est un peu central. On a aussi une petite chaîne Peertube. Alors pour le moment, on n'a pas beaucoup de contenu. Il y a notamment, quand on organisait les assises francophones de l'art libre, il y a eu un débat qui avait été filmé avec des gens qui défendaient en fait l'art propriétaire. Et puis c'était un beau débat. Moi j'ai demandé, c'était le festival du film, le Neuchâtel International Fantastic Film Festival, qui en fait l'avait enregistré. J'aurais dit, est-ce qu'elle est sous licence libre? Ils m'ont dit, ok, c'est sous licence libre. Alors on l'a pris sur notre chaîne pour le partager sur Peertube. On a, dans mon souvenir, il est possible quand on avait fait les assises francophones du libre, on avait utilisé Mobilisons. Voilà, mais c'était ponctuel. Vous n'avez pas essayé Bookworm pour faire des critiques de livres Alors pour celui-là, inciter les gens, alors c'est pas notre rôle de faire de la critique. ou inciter les gens à aller dessus pour faire des critiques? Oui, alors je vais encore un peu analyser comment ça fonctionne. Pour le moment, non, mais ça a du sens. Mais c'est pas tant à nous, en fait. C'est pour la communauté, en fait. Pour la Oui, oui. communauté. Ben, faut voir comment elle se cristallise. Clairement, ben, s'il y a des critiques Bookworm, je crois qu'il y en a déjà une ou deux qu'on a repartagées, mais il n'y a pas d'intérêt pour nous d'avoir un compte Bookworm, c'est ça? Bookworm, enfin Ouais, Bookworm, je crois qu'on a dit. Bookworm, c'est plus aux Mm. lecteurs. Ouais. Donc, nous, si ces critiques sont partagées sur Bookworm, on va les relayer, surtout si elles sont positives. Non, non, et voilà. Non, mais c'est intéressant parce que ça permettrait d'avoir un équivalent de ce qu'il pourrait y avoir sur Instagram, où les gens attendent des retours de lecture pour savoir, enfin, se faire son avis et faire son choix d'achat de livres. Voilà. Ouais, c'est différent. Après aussi, c'est les formats. C'est-à-dire que Instagram, c'est très sur l'image, etc. Donc on doit, alors que Mastodon, c'est du microblogging, donc c'est plus proche de ce que fut Twitter à une époque, si on veut, sans l'algorithme. Mais c'est un peu ce que je peux dire. Et j'ai quand même un constat globalement. Moi, je trouve que le fait divers, surtout Mastodon, c'est très actif en fait. Il se passe des choses, on s'ennuie pas. Et c'est juste que effectivement, le public, ben, c'est souvent quand même des gens un peu plus engagés parce que faire la démarche d'intégrer un réseau social fédéré, ça change des habitudes. Donc en fait, il y a un petit travail ou effort à faire en plus pour y accéder. Et en fait, on se retrouve avec des gens qui étaient prêts à faire cet effort. Donc forcément, la communication qu'on fait. Nous, par exemple, sur une publication Instagram, on va mettre en avant l'aspect du texte, d'essayer de faire un peu rêver les gens.
Alors que sur une publication sur Mastodon, on va le faire aussi, mais on va aussi mettre en valeur le côté militant qui sous-tend la démarche éditoriale et créative sous licence libre. Finalement, c'est assez complémentaire. Oui, tout à Ça fait. permet de toucher des publics qui Oui, sont... oui, mais ce qui serait idéal, c'est tout le problème du propriétaire, c'est qu'en fait, ça communique mal. Mm. Je vais commencer à communiquer aussi sur un autre réseau libre qui s'appelle Noster. Puis là, je viens de remarquer qu'en fait, il y a des ponts où toutes nos publications sur Mastodon sont pas publiées sur Noster. Je suis en train de me dire, Il n'y a rien à faire, quoi. ouais, en vrai, voilà. Et ça, c'est l'avantage du libre, c'est-à-dire qu'on a deux réseaux qui fonctionnent avec des protocoles différents et qui communiquent très bien entre eux. Ce qu'on ne peut pas faire avec des réseaux propriétaires. Tu peux pas automatiser ça aussi simplement. Il y a aussi toutes ces questions de droit d'auteur Mm. sur les plateformes. Je regardais YouTube parce que une fois, je me suis dit, mais c'est que les gens, ils partagent ça, ils mettent ça sous quelle licence? Puis ils mettent tout ça sous une licence qui s'appelle licence YouTube, qui est Propriétaire, un peu de... ok, ouais. Alors qu'ils pourraient le mettre sous licence libre. Même sur YouTube. Ouais, ou Ouais. même s'ils mettent un NC, Ouais. s'ils le souhaitent, ce qui n'est pas une garantie de quoi que ce soit. Mais enfin bref, voilà. Et en fait, il y a aussi, si on poste sur Facebook, est-ce qu'on possède toujours la propriété intellectuelle de son propre chat, en fait? C'est bizarre à dire, mais on perd une... Voilà. Donc, PVH Édition, l'aventure éditoriale de PVH Édition, d'une manière générale, c'est une expérience en live. Hein. Donc, Non, mais c'est intéressant. En fait, c'est intéressant parce que... et l'expérience sur les réseaux sociaux, de communiquer sur les réseaux sociaux, notamment libre, mais même aussi encore propriétaire, parce qu'en fait, on a la démarche aussi d'en parler un petit peu sur Instagram. Notre public non libriste ont entendu dire qu'on est un petit peu bizarre. Non, pas bizarre, mais qu'on publie sous licence libre, que c'est particulier. De plus en plus de libraires aussi nous le disent. C'est quelque chose qui a un vrai différenciation identitaire. C'est dans l'identité maintenant de la maison d'édition. Et les libraires, ouais, ils sont curieux, ils posent parfois des questions. Ils sont pas tous au même niveau de curiosité, mais il y a aussi dans le fonctionnement même de PVH Édition, il y a une forme d'horizontalité qui était là depuis le départ, c'est-à-dire que on prend un texte, puis l'auteur le verra à la fin, qu'il soit content ou pas, on s'en fiche, mais avec une interaction entre l'éditeur et l'auteur, on donne son avis pour la couverture, ses envies, et on est très transparent aussi avec eux pour leur parler de nos chiffres de vente ou d'impact ou voilà. Donc enfin disons que c'est pas sorti nulle part. Il y avait une philosophie qui sous-tendait le tout. Vous êtes combien dans la maison d'édition Alors, à travailler Alors à travailler, il y a moi qui a 50%, enfin qui consacre 50% de mon temps professionnel à la maison d'édition, mais sans être payé. On a une salariée en Suisse, dans la structure suisse, à 80%, je crois. Enfin, je n'ai plus les chiffres exacts en tête. Dans la structure française, on a aussi un éditeur, David, qui doit être à 80%. 80 ou 100, je ne sais plus. Pour le coup, c'est lui qui gère la structure en France. En plus, là, j'ai pas beaucoup de visibilité. Enfin, je pourrais l'avoir, mais je fais confiance. Et puis, en Suisse, on a toujours un peu un ou une stagiaire à temps partiel. Le but, c'est d'avoir des stagiaires en formation. En Suisse, il n'existe pas de formation pour devenir éditeur. Il n'existe pas de filière. Donc, en fait, tu apprends sur le tas. Moi, j'ai appris complètement sur le tas. Et puis, là, c'est donner l'occasion à quelqu'un. Donc, on fait des stages de longue durée, mais à temps partiel, comme ça, parce qu'en fait, comme le temps éditorial est un temps long, ça lui permet peut-être de suivre un livre depuis le moment où on le sélectionne jusqu'au moment où on le finalise et où on le sort. Ça permet aussi de former à l'art libre et aux licences et de sensibiliser. Oui, alors là, le stagiaire actuel, on était déjà... Il était déjà convaincu avant.
Et il utilisait déjà du logiciel libre, D'accord. et puis c'était la démarche qui l'intéressait aussi, donc là on lui apprend. Enfin, c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'a choisi, parce qu'en fait on s'est dit, ben si ça, surtout sur un stage, si en plus le travail a du sens, ben en fait c'est d'autant mieux pour la personne. Voilà. Et à côté de ça, on a une personne qui est très légèrement à temps partiel, Natalia, qui, du côté suisse, s'occupe un peu de tout ce qui est administratif, aide compta, préparation, ou le calcul des royalties, des choses comme ça. Tu évoquais en début d'interview, le fait que vous êtes en train de migrer vers, pour ce qui est possible, vers des logiciels libres. Ouais. Quel type de logiciel libre, vous pouvez utiliser ou vous utilisez déjà? Alors, de base, les ordinateurs de la maison d'édition, ils sont sous Linux. C'est ce que Mmh. j'utilisais. Et puis, en fait, on utilise LibreOffice. En interne, on a un Nextcloud. Enfin, voilà. Ce qui est le plus compliqué, en fait, c'est le logiciel de mise en page. Surtout qu'en fait, parce que là, je parle des gens qui travaillent, qui sont, disons, réguliers à PVH Édition, mais à côté de ça, on a un graphiste, Dimitri, qui est un grand professionnel du livre, qui a un certain nombre de prix, qui a designé une bonne partie de nos livres. Mais lui, il travaille sous Adobe. Mmh. Et voilà, et c'est un graphiste qui maîtrise parfaitement Tu vas pas cet lui demander de rapprendre outil. un autre, Voilà. Mais on a cette envie de rapatrier notamment la mise en page intérieure des livres. Parce qu'avant, en fait, c'est lui qui mettait en page l'intérieur des livres, et puis on retravaillait dessus, et là, on devait avoir InCopy. Donc c'est une licence limitée de Adobe qui te permet juste de faire de la relecture. Donc ce qu'on faisait a priori, qui est moins cher qu'une licence. Mais le problème, c'est que Adobe, ça fonctionne. Même InCopy, ça ne fonctionne pas sous Linux. Donc on était obligé d'avoir au moins un ordinateur qui boot sous Windows. C'est de moins en moins possible. Voilà. Donc on a fait une formation en interne à Scribus. Donc David et Lorraine sont maintenant formés à Scribus, mais il y a tout, il va falloir que les templates de mise en forme qui étaient sous Adobe, Faut les refaire, il quoi. faut les refaire dans Scribus, et puis ça, voilà, c'est du temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément, mais qu'on va prendre le temps de peut-être en 2026 de mettre en place. Et si on peut se passer d'Adobe, ben en fait, on peut réellement être 100% Linux, et après, ben, voir un petit peu le logiciel. Le truc, c'est que beaucoup de nos employés, en fait, aiment bien aussi travailler sur leur ordinateur personnel. Donc, en fait, il y a un peu de Mac, il y a un peu Windows, je crois pas, mais enfin bref. L'infrastructure informatique, c'est pas le cœur de notre métier. Ouais, c'est ça. Donc, on le fait par petites touches. En fait, faut bien imaginer une petite maison d'édition indépendante. Ben, comme j'ai dit, moi, je me salarie pas. Ouais. J'ai la chance, par ailleurs, par d'autres activités, de pouvoir en vivre. Donc voilà, mais il y a quand même des salaires à verser et tout. Il y a un enjeu là-dessus. Et en fait, on n'a pas des moyens extra qui Mmh. permettraient d'engager quelqu'un, par exemple, Mmh. avoir l'infrastructure, aussi la sécurité, hein. Mmh. Tous les hackers, ne nous attaquez pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a un côté encore un peu bricolage. Souvent, les gens, ils ont dans leur imaginaire une maison d'édition. Ben ouais, il y a du chiffre d'affaires, mais il y a beaucoup de frais. Donc en fait, tout le secteur éditorial indépendant, qu'il soit libre ou pas, hein, ben en fait, il survit plus qu'il ne vit. Et en fait, chaque achat de livres de maisons indépendantes renforce en fait concrètement en fait la diversité du choix éditorial dont le public peut avoir accès, quoi. Donc voilà, mais je pense que il y a
Il y a une vraie envie. Les employés de PVH Édition n'étaient pas forcément libristes à la base, et puis en fait, il y a du temps aussi pour qu'ils s'approprient la philosophie. Et là, c'est vraiment le cas, tout comme les auteurs et les autrices aussi. Ouais, Voilà. ouais, c'est clair. Avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu nous dises un mot pour les rencontres hivernales du Libre. Moi, c'est la première fois que je viens ici. Et je trouve ça, enfin, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça hyper convivial et tout. Toi, ça fait combien de temps que tu soutiens l'événement Alors, je pense, c'est quoi, la troisième ou quatrième fois que je viens ici. Mais je crois que j'étais venu quand j'étais dans la démarche. Donc c'était un peu dans cette période où j'avais dans l'idée de libérer la maison d'édition. À côté de ça aussi, ça commençait à mûrir dans ma tête Bebop. Puis je suis venu aussi un peu voir bon, les gens du coin, parce que je suis suisse aussi, c'est pas très loin, qui font du libre. Et puis ben, c'est là aussi que j'ai présenté la première fois la démarche derrière cette libération de la collection Ludomir à une conférence. Puis effectivement, c'est convivial, mais comme la plupart des événements libristes que j'ai fait, je suis pas allé au FOSDEM pour le moment, qui je pensais là, quelque chose de très différent. là, Voilà. c'est pas convivial. Voilà. Mais je sais pas, moi, les journées du logiciel libre à Lyon, c'est une ambiance comparable, un peu plus de monde, mais ici, il y a ce côté, c'est le lieu aussi qui crée le fait que ce soit en hiver, Vous pouvez pas en voir, mais montagne. autour de nous, tout est enneigé. Ouais, Voilà, donc il en a c'est encore très tombé beau. cette nuit. Voilà, il en a encore tombé cette nuit, c'est très beau. Voilà. Ça donne une ambiance particulière. Et puis, il y a ce côté un peu, on est dans ce grand Mm. bâtiment entre nous, il y a de l'espace, tout se passe au même endroit, on dort dans les abris atomiques pour ceux qui dorment sur place. Et ça crée vraiment un petit huis clos le temps d'un week-end. Souvent, moi, quand c'était la première, là, cette fois-ci, c'est la première fois que je dormais ici. Généralement, je venais que le samedi. Là, comme ils ont un petit peu étendu le programme, voilà. Et ouais, c'est sympathique, prix libre, bonne nourriture. Là, tu connais pas encore, mais il y a la traditionnelle fondue au fromage. Donc, On va goûter ça dans quelques minutes. Voilà. voilà, parfait. On va se quitter. Je voulais te laisser un mot de la fin. Est-ce que tu veux faire passer un mot aux auditrices, aux auditeurs du podcast Projet Libre? Ben oui, là, on vient de lancer un concours de création, PVH Édition. Jusqu'à maintenant, en fait, on a fait le premier étage de la fusée libriste de PVH Édition, c'est-à-dire que nos œuvres sont sous licence libre, mais la licence libre, elle prend vraiment tout son sens et révèle son potentiel à partir du moment où il y a collaboration, où les œuvres se répondent, ou se réinterprètent, ou se partagent. Enfin, tout ça, c'est du même. Et ça, c'est quelque chose qui manque encore. Et puis, on a sorti un roman en novembre dernier qui s'appelle Le Bastion des dégradés, qui est déjà un ouvrage collectif. Il y a 5 auteurs et autrices qui ont écrit ce roman ensemble. Mais c'est pas des nouvelles différentes, hein. C'est vraiment un roman cohérent, qui a été fait de manière collaborative, donc aussi Mm. toujours dans cette cohérence avec la démarche du libre. Et puis, on a obtenu un petit peu plus de financement que d'habitude pour la sortie d'un livre. Et on aimerait vraiment prolonger l'expérience licence libre liée à ce roman. Et on a lancé, il y a une semaine, 2 choses. Il y a un wiki de l'univers où tout un chacun peut venir l'enrichir, éventuellement même inventer des volets de cet univers, de son histoire, de je sais pas. Enfin bref, c'est un outil qui est là et qui invite à la collaboration, si on veut. Et l'autre, c'est que on a lancé un concours de création. Quand on parle de création, ça peut être de l'écriture, ça peut être de la musique, ça peut être n'importe quoi, qui prend son inspiration et respecte l'or, c'est-à-dire l'univers posé dans le roman en question, Le Bastion des dégradés, pour aider, hein,
les contraintes aident à la créativité. Il y a 5 illustrations dans le roman qu'on a mis en couleur, que vous trouvez sur notre site internet. Et puis, à partir d'une de ces illustrations, on va imaginer une musique, un texte, une nouvelle, une bande dessinée, n'importe quoi. Amusez-vous. Et puis, le prix, donc, il a lieu jusque début juillet. Je n'ai plus la date exactement en tête, mais donc, on laisse du temps aux gens de faire des choses. Si vous faites une création sous licence libre qui respecte ça, on va faire un jury, puis il y a un prix de 1500 francs suisses. L'idée, c'est aussi de pouvoir récompenser les personnes qui ont contribué. Et puis après, on décidera de toute façon le canon, entre guillemets, de l'univers va être discuté avec les auteurs et autrices, et puis les œuvres qui nous plairont ou qui s'intègrent, ou simplement qui s'intègrent bien dans l'univers, en fait, on les rajoutera dans le lore et on travaillera activement à faire la promotion, suivant, c'est de la musique, peut-être trouver un label, j'en sais rien, on verra. L'idée vraiment, c'est de lancer quelque chose qui soit un univers de fantasy contributive, sous licence libre. Si vous avez des idées, si vous avez des envies, il y a, quelle que soit là aussi la qualité des œuvres, si vous avez jamais écrit et puis que ça vous donne envie, allez-y, envoyez-nous, on va le lire et puis on sera heureux d'avoir des contributions. Comme c'est sous licence libre, donc on n'empêche pas les gens de les publier. Donc même si c'est des créations qui ont lieu avant la date fatidique, puis qui est déjà partagé, en fait, on va l'aider à être visible, puis peut-être que ça inspirera d'autres. Enfin, voilà. C'est un petit peu une expérience. On verra si ça fonctionne ou pas. Moi, je suis très excité à cette idée. Super, merci beaucoup Lionel. Bonne continuation, puis qui sait, on se reparlera peut-être sur le podcast à une autre occasion pour avoir les conclusions de ce concours. Ouais, il y a ça, et puis volontiers aussi pour te parler de bebop. Ah, avec grand plaisir, ouais. Ouais. Tout à fait, ouais. Et puis il y aura d'autres occasions. Ça marche, merci beaucoup. Bye bye. Vous avez écouté un épisode de Projet Libre, le podcast de linuxfr.org. La musique est composée par Clément Oudot, alias Captain, sous licence CC by SA,